La transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine ? Comment l'évitons au quotidien, ces changements de pratiques, d'habitudes ? Quels sont nos choix, nos difficultés ? Et qu'est-ce qu'on arrive à changer ? Vous écoutez Alternative, le podcast des Néo-Aquitaines et Néo-Aquitains qui font, à leur façon, la transition écologique. Dans cet épisode, protéger les pollinisateurs. Ils sont indispensables à la biodiversité et pourtant nous les connaissons encore bien mal, ces pollinisateurs. Alternative est en Creuse. Ici, dans ce territoire au nord-est de la région, à une extrémité du Massif central, nous avons rencontré des Néo-Aquitains qui se mobilisent pour la biodiversité et la protection des pollinisateurs. Sébastien Bure est conservateur à la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes, Francis Parrain est élu à Saint-Fiel, une petite commune d'1 millier d'habitants, et Anaëlle Tavernier, chargée de projet au CPIE des Pays Creusois. Avec eux, nous allons voir ce que l'on peut faire pour les pollinisateurs, quels sont les bons gestes à mettre en pratique et au contraire les idées reçues à éviter. Nous sommes à la réserve naturelle de l'étang des Landes, à Lussat. Sébastien Bure, vous êtes conservateur à la réserve. Est-ce que l'on pourrait expliquer ce qu'est un pollinisateur ? Quelle serait la définition ? Bienvenue à l'étang des Landes déjà, merci de votre visite. Je ne sais pas s'il y a une définition universelle et consensuelle des pollinisateurs, mais pour moi, les pollinisateurs sont des animaux, des invertébrés qui permettent la fécondation des plantes à fleurs tout simplement en transportant le pollen, qui est l'équivalent des gamètes mâles chez les animaux, en transportant ce pollen d'une fleur à l'autre. Donc il n'y a pas que des insectes et pas que des abeilles. Alors il y a principalement des insectes, mais pas que des abeilles. Le vent peut être une source de dispersion du pollen et permet la pollinisation. Et chez les insectes, on connaît bien entendu les abeilles domestiques. Il existe également de nombreuses espèces d'abeilles sauvages qui sont beaucoup moins connues, y compris par les naturalistes et les spécialistes. Tout ça, c'est le grand groupe des hyménoptères, mais par exemple, les papillons, beaucoup plus connus du grand public, sont des pollinisateurs. En allant butiner de fleur en fleur, ils participent à la dispersion du pollen. Les cirfes, qui sont des mouches, un grand groupe de mouches sauvages, participent aussi à cette pollinisation. Pourquoi est-ce qu'on dit que le rôle des pollinisateurs est essentiel ? Il est essentiel parce que si vous n'avez pas ce vecteur de dispersion du pollen, les fleurs ne peuvent pas être fécondées. Une plante à fleurs, généralement, contient des organes mâles et femelles, et elle ne peut pas s'auto-féconder. Le pollen a besoin d'aller dans le gynécée, donc l'organe femelle, d'une autre fleur. Et si vous n'avez pas ce vecteur de dispersion, qu'est en l'occurrence le pollinisateur sauvage, la fécondation ne peut pas se faire, et si la fécondation ne se fait pas, il n'y aura pas de production de graines, de nouvelles plantules, de nouvelles plantes, et le cycle s'arrête. Donc il y a un lien avec la biodiversité, mais également pour l'économie locale. J'ai envie de dire que la pollinisation, c'est un service écosystémique absolument transversal. La biodiversité ne peut pas se maintenir sans ce service, du point de vue de l'humain et de l'agriculture en particulier. Si vous n'avez pas ce service de pollinisation, c'est une perte agricole importante qui va s'en suivre. La réserve réalise donc un inventaire de la biodiversité qui permet de répertorier les pollinisateurs sauvages. Est-ce qu'on les connaît bien, ces pollinisateurs ? Alors pour ce qui me concerne, assez mal, et à la réserve assez mal, et d'une manière générale, il y a très peu de spécialistes au niveau national qui sont vraiment pointus sur ces différents groupes taxonomiques. En tout cas, sur la réserve, je vais parler de ce que je connais. Nous avons aujourd'hui inventorié un peu plus de 2000 espèces sur ce site qui est quand même très petit, qui fait 166 hectares. Donc c'est un vrai îlot de biodiversité. Par contre, faute des compétences et des connaissances nécessaires en interne à l'équipe, on n'a pas encore pu développer des inventaires sur les pollinisateurs sauvages. Donc, ce projet d'inventaire porté par le CPIE, en lien avec la région Nouvelle-Aquitaine, est une réelle opportunité pour la réserve de l'étang des Landes, qui elle-même est gérée par le conseil départemental de la Creuse. Ça va nous permettre de mieux connaître, de savoir quelles sont les espèces de pollinisateurs sauvages qui sont présentes ici. La connaissance est le préalable indispensable à toute action de conservation. Vous ne pouvez pas protéger efficacement, durablement, ce que vous ne connaissez pas. Francis Parrain, vous êtes élu municipal en charge de l'environnement et du développement durable.
Saint-Fiel bénéficie d'un environnement qui semble préservé, d'ailleurs très prisé des pêcheurs. Le bourg est tout proche du ruisseau de la Naute, avec un site naturel remarquable, le marais du Chancelier. C'est une campagne qui apparaît pleine de vie, de bruit de la nature. On est loin de la pollution des grandes villes. Et pourtant, c'est ici qu'il faut agir pour protéger la biodiversité ? Je pense que ça fait partie des idées reçues, oui, effectivement. Il y a de nombreux bourgs ruraux qui sont fortement minéralisés et imperméabilisés, notamment au niveau des parkings, des routes, des trottoirs. Donc nous, on a pensé qu'il fallait faire quelque chose. On a construit un écoquartier, donc on a souhaité étendre cette façon de travailler au bourg, et notamment pour aller vers un écobourg. Est-ce que vous avez vu des signaux qui vous ont poussé à vous mobiliser ? J'ai pas de certitude. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a moins d'oiseaux, peut-être. On voit moins d'hirondelles, moins d'insectes. Quand on fait des trajets en voiture, il y a moins d'impact sur les vitres. On a fait une étude au niveau du bourg, au niveau des oiseaux, qui a montré cette baisse de population. Les experts sont unanimes pour dire qu'il y a un quart des espèces animales et végétales qui sont menacées dans le monde. Donc tout ça incite à faire des choses. Saint-Fiel, votre commune, est accompagnée par la région dans le cadre de l'appel à projet Nature et Transition. Concrètement, cela se traduit par quelles actions ? Vous avez nommé par exemple l'écoquartier. Dans l'écoquartier, on a le maintien par exemple d'une zone humide. On a la gestion des eaux pluviales avec des bassins tampons. On lutte contre les imperméabilisations. Donc très peu de voiries ont été faites pour les lots. Il y a également la mise en place d'un corridor vert. Au milieu de l'écoquartier, donc l'écoquartier se scinde en deux et on n'a pas voulu faire de route. On a mis ce qu'on appelle nous une voie verte. Un cheminement piéton interdit aux voitures. En fait, c'est une voie de déplacement pour la faune. On sait que les abeilles sauvages ont un rayon d'intervention de 80 mètres, donc on comprend tout de suite l'utilité de ces corridors verts. En fait, on peut créer vite une barrière artificielle si on ne met pas en place ces passages. Comment ces initiatives ont été reçues au sein de la population ? Plutôt bien. Alors moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a toujours un peu les mêmes questions. La première c'est à quoi ça sert, pourquoi faire. En fait c'est vrai que l'écologie c'est un peu quand on construit une route ou quand on construit une école, on sait tout de suite à quoi ça va servir. Quand on défend, quand on essaie de préserver la biodiversité, c'est un peu plus abstrait, c'est un peu plus compliqué à faire comprendre aux gens. Deuxième question c'est combien ça coûte. Et, la troisième après, pourquoi vous n'avez pas fait plus. Donc ça nous incite à continuer dans cette voie-là. Ça, c'est vrai que nous, c'est un peu notre problématique. Quand je dis combien ça coûte, on veut bien faire des choses. On a des moyens limités, nous, dans les petites communes. Et si moi, je rajoute du travail en plus aux agents municipaux, donc le fait d'aider les abeilles sauvages et d'aider les pollinisateurs, les gens ne sont pas contre. Si ça rajoute du travail en plus aux agents municipaux et s'ils n'ont pas le temps de faire autre chose, voilà, c'est là où il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Pour moi, la gestion différenciée, effectivement, c'est rajouter du végétal en faveur des pollinisateurs, mais d'un autre côté, essayer de gagner du temps sur certaines choses. Donc le fait de laisser pousser l'herbe, de laisser déjà surfleurir, on gagne du temps par rapport à ça. C'est pas laissé à l'abandon. Alors chez nous, c'est un peu compliqué aussi ça à faire passer parce qu'en fait, moi je donne l'exemple des jardins à la française. Les gens aiment les jardins bien entretenus, qui sont bien droits, et pour eux, la gestion différenciée, c'est un peu du laisser aller, alors que c'est pas ça. La gestion différenciée, justement, c'est on fait les choses autrement. On coupe moins bas, on coupe moins souvent. Donc voilà, c'est des techniques différentes. Et ça se heurte à l'idée que l'on a des espaces verts communs bien entretenus. Oui. Là, nous, donc on a commencé à travailler sur la gestion différenciée, et donc les agents communaux ont laissé l'herbe pousser un peu plus haute que d'habitude. Tout de suite, on a eu des retours de la population, mais c'est à nous de communiquer en amont, et donc ça a fait un peu le buzz, comme on dit. Donc on a mis de la communication un petit peu après. Donc on a mis les panneaux pour expliquer qu'en fait, c'était pas que les agents communaux ils n'avaient pas le temps de le faire, c'est que c'était sciemment. Est-ce que la population à Saint-Fiel comprend bien l'importance de l'enjeu de la protection des pollinisateurs, ou est-ce que ça reste une question encore abstraite ? Non, je pense que c'est un bon moyen de faire comprendre aux gens que la pollinisation est importante. Donc quand on parle des abeilles, tout de suite les gens pensent aux abeilles domestiques, au miel.
mais c'est un peu plus compliqué pour expliquer ce que c'est que la pollinisation et les abeilles sauvages. Donc c'est tout l'enjeu et tout le travail qu'on a à faire. Donc c'est pour ça qu'on va faire des conférences débats, on va faire des balades découvertes. Et on a mis des panneaux d'information. On a expliqué aussi sur notre site tous les travaux qu'on était en train de mener. Et la municipalité réalise également des ateliers pour impliquer les enfants. Oui, tout à fait. On a fait des actions avec les enfants. On a toujours souhaité à ce que les enfants soient avec nous dans ces projets. C'est un peu le fil rouge, le fil conducteur de tous les projets environnementaux. Moi, j'avais écouté un enfant une fois qui me dit pourquoi les adultes ils ont abîmé la planète et maintenant pourquoi ils veulent rien faire pour la réparer. Donc je pense que c'est un petit peu ça l'écologie. Je pense que dans 10 ans on se posera plus ce genre de questions. Ça sera naturel de faire ces choses-là et notamment avec les générations qui vont arriver. À Guéret, nous avons rendez-vous au CPIE des Pays Creusois. CPIE pour Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Anaëlle Tavernier, vous êtes chargée de projet au CPIE et parmi tous les programmes menés par le centre, il y a le plan pollinisateur soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. On l'a vu avec Sébastien Bure, un inventaire de la faune est réalisé dans le cadre de ce plan. Mais il y a aussi des actions mises en place pour protéger les milieux naturels. Oui, tout à fait. Notamment des animations auprès de 2 communes. Donc on a la commune de Saint-Fiel et la commune d'Aubusson, donc qui est une commune un petit peu plus grande en Creuse. Et ces 2 communes sont accompagnées vers la rédaction concertée avec les habitants d'un plan d'action, donc qui intégrera notamment des actions pour préserver les milieux naturels et ainsi favoriser les pollinisateurs sauvages. Alors concrètement, dans son jardin, à la maison, quels sont les bons gestes que l'on peut faire ? Alors souvent au jardin, on a tendance à vouloir une pelouse très très tondue, très courte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'adapter l'usage du lieu à l'entretien qu'on y fait. Donc par exemple, effectivement, devant la maison, quand on a vraiment besoin d'avoir une pelouse très tondue, là on peut passer la tondeuse une fois par semaine, voire un petit peu plus si vraiment l'herbe pousse beaucoup. Mais par contre, sur les espaces plus reculés du jardin, on peut laisser la végétation spontanée prendre un peu plus ses aises. Imaginez des tontes plus tardives dans l'année ou beaucoup plus espacées. C'est ces espaces-là en fait qui vont pouvoir nourrir concrètement les pollinisateurs sauvages. Donc au jardin, c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là justement, d'adaptation de l'usage à l'entretien. Est-ce qu'il y a des idées reçues à éviter ? On parle beaucoup d'idées reçues sur les hôtels à insectes notamment et sur les prairies fleuries. Ce sont des sachets de graines qui contiennent des fleurs. Ces contenus de sachets ne sont pas toujours très adaptés aux abeilles notamment et aux autres insectes, puisque il peut s'agir de fleurs qui sont exotiques. Les insectes ne se sont pas adaptés à ces fleurs-là, donc elles vont pas nécessairement pouvoir récupérer le pollen ou le nectar. Ou il peut s'agir de fleurs qui ont été modifiées, donc des fleurs horticoles. On a l'exemple du bleuet, cette fleur qu'on peut trouver dans les champs, enfin qu'on trouvait beaucoup dans les champs, qui a une seule rangée de pétales en fleurs modifiées. On peut avoir de nouveau le bleuet, mais cette fois il va avoir un nombre de rangées beaucoup plus important et les insectes ne vont plus pouvoir rentrer à l'intérieur de la fleur pour récupérer le nectar. Donc là effectivement on a semé du bleuet en se disant que c'était intéressant pour l'alimentation de ces petites bêtes, mais les petites bêtes ne peuvent pas y accéder. Ce qu'on préconise au lieu de semer des prairies fleuries, c'est de laisser la flore spontanée fleurir, puisque les insectes locaux sont adaptés à ces fleurs locales, et sinon de bien se renseigner sur les sachets. On parlait tout à l'heure des hôtels à insectes. Quelque chose qu'il faut garder en tête, la plupart des pollinisateurs nichent aussi directement dans la terre. Oui, c'est vrai, tout à fait. Notamment les abeilles sauvages. Donc on a 70% des espèces d'abeilles sauvages qui sont terricoles. Ça veut dire qu'elles vont effectivement pondre dans la terre, en fait, dans le sol. Donc la femelle va venir creuser une sorte de tunnel. On peut imaginer un petit tunnel assez long. Elle va venir déposer le pollen. Donc une petite boule de pollen, elle va pondre dessus ensuite et elle va refermer avec un mélange de terre et de salive et elle va de nouveau poser une boule de pollen, un œuf et refermer. Donc elle va comme ça faire plusieurs loges, plusieurs chambres dans le sol. Donc effectivement, les hôtels à insectes, on en voit souvent pareil dans certains magasins. C'est parfois des bois exotiques, donc ils sont pas nécessairement bons pour les insectes et souvent ils sont traités ces bois et ils peuvent être traités aux insecticides. Si on veut vraiment accueillir la biodiversité et les insectes
insectes pollinisateurs à la maison, ce qu'on préconise, c'est de laisser des zones naturelles et notamment des matériaux, donc une sorte de matériothèque qui va pouvoir être laissée dans le jardin et que les petites bêtes vont pouvoir récupérer pour construire eux-mêmes leur nid. Donc on parle de tiges creuses, parce qu'il y a quand même 30% des abeilles qui vont nicher dans des tiges à moelle ou des tiges creuses ou dans des trous entre les pierres. On va parler de feuilles aussi, on va parler de tas de pierres, on peut parler aussi de petits tas de sable. Et si vraiment on a envie d'accueillir des abeilles et de voir les pontes et de voir les nids se faire occuper, on peut construire des petits gîtes à abeilles. Mais on ne parle pas de gros hôtels à insectes qui va faire 2 mètres de haut, 1 mètre de large, on parle plutôt de petits fagots de tiges creuses qui vont faire 5 cm de diamètre. Il y a d'autres gestes que l'on peut réaliser dans le jardin, notamment laisser des espaces de terre à nu. Oui, tout à fait. Donc on a vu qu'il y avait 70% des espèces d'abeilles sauvages qui étaient terricoles, donc qui vont nicher dans le sol. Et donc elles ont besoin d'une terre en fait qui est relativement nue, donc sans plantes dessus, pour leur permettre de creuser leur fameuse zone de nidification. Donc ce qui est intéressant dans son jardin, c'est d'avoir donc des zones, effectivement, où on va avoir des fleurs, donc pour le couvert, pour nourrir les pollinisateurs, et des zones où on va avoir des matériaux, ou alors ces fameuses bandes de terre à nu, souvent orientées sud, des petits talus, c'est vraiment idéal pour elles. Comme ça, la terre se réchauffe assez vite. Et ces zones de nidification, ce qui est intéressant, c'est qu'elles soient vraiment à côté des zones d'alimentation. Parce qu'il faut savoir que les abeilles sauvages sont des animaux qui se déplacent très peu. Donc pour avoir un ordre d'idée, les abeilles domestiques vont parcourir 3 km de rayon autour de leur ruche. Sur les abeilles sauvages, on est plus à une centaine de mètres. Donc c'est pour ça qu'on préconise en général d'avoir et les matériothèques, donc les zones de nidification d'un côté, et vraiment juste à côté des zones où on peut trouver de l'alimentation et des fleurs. Installer une ruche en faisant appel à un apiculteur, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Oui et non. Non, parce que on a des études qui montrent qu'il y a une compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. Donc en général, en implantant une ruche, on peut vraiment avoir les abeilles domestiques qui viennent prendre la place des abeilles sauvages et notamment butiner en fait les fleurs qui vont être directement autour de la ruche. Donc il y aura une concurrence sur la ressource alimentaire. Mais en même temps, si dans votre jardin ou dans la zone où vous souhaitez implanter une ruche, on a une diversité florale et une quantité de fleurs qui permet une bonne alimentation et des abeilles sauvages et des abeilles domestiques, on ne va plus avoir de problème de concurrence. Est-ce que si on n'a pas de jardin, il y a quand même des solutions pour aider les pollinisateurs ? Alors oui, il y a des solutions quand on n'a pas de jardin. C'est sur notre alimentation et notre consommation qu'on va pouvoir jouer. Par exemple, en consommant local ou en consommant de saison, on privilégie des maraîchers locaux, on privilégie des plantes locales, des fleurs locales qui vont nourrir les pollinisateurs locaux. Et en privilégiant des produits de saison, on va limiter la culture sous serre qui, on le sait, utilise en fait des bourdons, des colonies de bourdons artificiels et souvent importés. Donc, ce qui pose d'autres problèmes sur les populations de bourdons locales. C'est souvent des colonies de bourdons qui peuvent transporter des maladies et ensuite, quand ils sortent des serres, ils transmettent les maladies à d'autres bourdons locaux, du coup. Comment est-ce que l'on fait lorsqu'on a envie de se lancer ? Auprès de qui on se renseigne ? Alors, les pollinisateurs étant vraiment méconnus du grand public, on s'en rend compte à travers les projets qu'on mène. Je pense que le plus intéressant pour commencer, c'est de se renseigner en fait sur eux. Donc en assistant à des conférences, en regardant des films. Il y a un très joli film sur les pollinisateurs sauvages et sur les abeilles sauvages qui dure 45 minutes, qu'on projette par exemple au cinéma de Guéret de temps en temps et on se fait suivre un débat. On peut aussi se renseigner en regardant dans son jardin, en regardant quelles espèces d'abeilles butinent, est-ce qu'on voit différents papillons, et ensuite essayer de regarder sur Internet si on trouve l'espèce. On peut se renseigner en regardant auprès des associations locales, aussi des associations naturalistes. Donc effectivement, je pense que avoir conscience des espèces différentes qui nous entourent et les connaître un petit peu plus, notamment leur mode de vie et leurs besoins, c'est la base pour commencer. C'était Alternative, un podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants, les références citées, ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt pour un prochain épisode.